28 juillet 2017, nous sommes en compagnie de Christophe Wolfigel qui nous fait le plaisir de revenir sur toute la période qu'il a connue, lui aussi, des années 90, et pas seulement qu'il a connue, mais dans laquelle il a été impliqué. C'est ce qu'il va nous expliquer. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par l'habituelle question qu'on pose un peu à tous nos intervenants, et on retrouve comme ça parfois un passé télématique ou des choses sur le parcours informatique. C'est comment vous découvrez tout simplement l'informatique, les réseaux et comment vous rentrez dans la décennie 90, dans cette histoire d'Internet et du web. Je suis tombé dans l'informatique quand j'avais 14 ans, c'était dans les années 80-81. Et bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de choix. Les ordinateurs, c'était TRS-80, Apple II, puis quelques autres modèles qui sont sortis un petit peu plus tard. Donc avec mes économies en 81, je me suis acheté un TRS-80. Il n'y avait pas encore de réseau, tout ça, ça n'existait pas. Et clairement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionné. Et j'avais compris dès ce moment-là que professionnellement, ça allait être dans ce métier que je travaillerais. La télématique est venue un petit peu plus tard. Je crois que c'est vers 84-85, avec le Minitel, où j'ai commencé à, toucher et comprendre un petit peu ce qui est réseau. Même si la vision Minitel est très restreinte, ça n'a rien à voir avec l'Internet que l'on a aujourd'hui. C'était côté utilisation des services Minitel, c'était une application relativement modérée dans des BBS. Pas vraiment de développement. La partie technique sur la réalisation n'était pas encore quelque chose que je faisais à ce moment-là. Donc ça m'a occupé pendant 2-4 ans à peu près. C'était intéressant, mais bon, c'était le Minitel, c'était lent, c'était des graphiques horribles avec cet écran et cette technologie certes intéressante à l'époque. Et puis, l'Internet est arrivé après dans les études supérieures. Mais alors ça veut dire que vous avez commencé par découvrir l'informatique avant la télématique, ce qui à l'époque est assez rare, en tout cas informatique domestique, c'était des ordinateurs quand même d'un certain prix. Il y avait une appétence à la maison pour l'informatique ou c'est vous qui avez... J'étais le seul à la maison qui était intéressé, mais effectivement j'ai découvert l'informatique bien avant la télématique et les réseaux. Ouais. Et j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Que ce soit la programmation, que ce soit autodidacte, ça a été vraiment la programmation, c'était en autodidacte au début. D'accord. Et ensuite, j'ai fait des études d'informatique qui ont permis de compléter ceci en école d'ingénieur, mais c'était bien après. D'accord. Donc j'avais déjà la base sur pas mal de ces sujets. Ouais. Et clairement, c'était une passion. Ça veut dire que dans les années 80, donc vous découvrez la télématique, c'est pas au moment où vous êtes étudiant, vous êtes à ce moment-là bachelier ou dans les années 80, je suis fin du collège, début du lycée. Ouais. Et ensuite, donc études d'informatique en école d'ingénieur. Ensuite, école d'ingénieur, effectivement. C'était évident pour vous? J'ai fait de l'INSA de Lyon, oui, mais pour moi c'était évident, la spécialisation. Et ça, c'était de 86 à 91. Et c'est à ce moment-là, je dirais, qu'il y a eu les premiers contacts avec les réseaux, non plus au sens télématique et Minitel, mais au sens réseau Ethernet, d'abord réseau de campus, puis le courrier électronique et l'Internet qui est arrivé vers la fin du cycle d'études. Oui, c'est ça. Si vous voyez arriver progressivement depuis les États-Unis un certain nombre de ces applications, le courrier électronique par exemple. Tout à fait. Le courrier électronique fut, je crois, la première application que j'ai connue. Lorsque j'étais étudiant, le campus a déployé son réseau, déjà son réseau IP à l'époque, vers les années 86-88, mais ça restait un réseau de campus fermé, qui permettait d'avoir accès à un certain nombre de services. Et comme c'était le cas pour beaucoup de gens à ce moment-là, c'était le réseau Bitnet ou EARN côté européen qui permettait au moins de pousser de la messagerie électronique. Et c'est ce qu'on avait, effectivement, on avait ce réseau de campus TCP/IP avec des machines Unix, d'autres systèmes qui étaient connectés à un VAX, qui lui-même était connecté au réseau Bitnet. Et je dirais, vous allez voir tout à l'heure dans l'exposé, c'est une des caractéristiques qui faisait que le campus lyonnais est un peu différent du reste de la France. C'est qu'en raison d'entités qui travaillaient dans la physique des hautes énergies, il y avait des relations privilégiées avec le CERN. Et le CERN de Genève était très en avance quand on parle de l'Internet par rapport à ce qu'on pouvait trouver partout ailleurs en France. Et le campus lyonnais a bénéficié de tous ces services. Ouais. Donc c'était études en informatique.
avec une proximité avec les physiciens, mais qui n'était pas liée, enfin il y avait une proximité géographique. C'était une proximité géographique. Et en fait, tous les services réseau, que ce soit Bitnet et ensuite l'Internet, le campus de l'Université de Lyon 1 et des écoles attenantes ont bénéficié des services qui étaient fournis par un organisme qui s'appelait l'IN2P3, je ne sais pas si ça existe encore, qui était raccordé à haut débit sur Genève. Et on profitait de ça pour avoir les services. Alors, messieurs Wojcik et Charnay sont venus dans cette même salle il n'y a pas si longtemps nous raconter justement le développement du premier site web français à l'IN2P3, en fait, où ils ont eu une proximité dès 91 à peu près avec le CERN et eu la présence, je ne sais plus si c'était Tim Berners-Lee en personne, mais pour Robert Caillot, je crois, était passé, pour leur montrer aussi les technologies web. Donc il se joue quelque chose autour de l'IN2P3, effectivement, et puis ce réseau des physiciens. L'IN2P3 est un acteur majeur, je pense, du développement en France de l'Internet. Il y avait à cette époque-là, effectivement, il y avait FNet, d'une part, qui était un acteur sur lequel il y a des choses à dire, mais qui est un acteur quand même important, puisque l'ensemble de la France, à l'exception quasiment du campus lyonnais, était raccordé à l'Internet par ce prestataire. Et il y avait le réseau du CERN et de l'IN2P3, qui était une autre porte d'accès, qui proposait des services, je pense, quelques années en avance par rapport à ce qui était disponible ailleurs. Quand je parle d'avance, c'était notamment au niveau des débits. Si je peux prendre une expression, c'est que vers les années 88-89, la France se traînait lamentablement sur une ligne unique à 64 kilobits par seconde, alors que côté lyonnais, on était connecté sur un 2 mégabits avec le CERN. D'accord. C'était donc beaucoup plus rapide et des usages un petit peu différents. Oui, donc vous avez cette proximité qui vous donne accès à des services. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites avec ces hauts débits du coup? Et est-ce que, alors, si on essaye de revivre un peu ces usages à l'école, c'est donc vous découvrez, il y a des messageries, il y a du haut débit, il y a des réseaux, etc. Est-ce que vous avez des formations d'une part là-dessus? Est-ce que c'est utilisé surtout pour, on est au tout début du développement du web à la fin des années 80, mais il y a déjà les newsgroups et d'autres choses. À quoi ça vous sert ces débits et ces connexions Dans le cursus de la fin des années 80, l'Internet et les protocoles TCP/IP n'étaient pas vraiment représentés. On était encore, je dirais au moins du corps enseignant et peut-être la vision étatique ou des chercheurs, on était encore dans le modèle ISO et les réseaux de ce type. TCP/IP, ils ne connaissaient pas, c'était même peut-être vu comme étant une insulte que de parler de ces technologies. Donc je me suis formé moi-même à ces réseaux. Bon, évidemment, les personnes qui s'occupaient du centre de calcul sur Lyon 1, eux, forcément, de par le déploiement d'un réseau TCP/IP, étaient plus dans cette technologie. Mais ce n'était pas une formation universitaire. Moi, à l'école, j'ai appris les bases des réseaux, les théories, les couches, mais pas le protocole en tant que tel. Donc ça, c'est du travail personnel qui m'a été permis par un laboratoire de productique de mon école, où tout simplement je squattais l'un de leurs systèmes Unix, où j'ai passé des milliers d'heures à apprendre, à travailler, à faire des choses qui m'intéressaient. Et notamment, je me souviens bien que la toute première chose que j'ai faite, avant même l'Internet, c'était de configurer le courrier électronique sur ce système. Et il s'agissait d'envoyer des messages sur le VAX qui se trouvait au centre de calcul d'à côté et de pouvoir en récupérer. Et c'est ainsi que j'ai eu ma première adresse électronique sur le domaine de l'université de Lyon 1 qui m'a permis d'avoir du mail. Sans pour l'instant maîtriser, je dirais, la technologie, les standards. Oui, parce qu'il faut rappeler c'est compliqué à l'époque, les messageries, il y a des tas de systèmes incompatibles entre eux et il y avait SMTP, mais il y avait du X400, chaque réseau avait... Exactement, c'est ce qu'il y avait. Moi, je faisais donc du SMTP. En fait, j'envoyais par SMTP mes messages au serveur VAX de l'université, qui lui ensuite se débrouillait, essentiellement par Bitnet pour les faire sortir et plus tard par l'Internet. Et pareil, dans l'autre sens, il recevait les messages et puis les renvoyait sur le serveur Unix du laboratoire qui me prêtait ses ressources. D'accord. Donc vous commencez donc à développer tout ça. Ça paraît fou de se dire à l'époque, effectivement,
Rien que d'envoyer des emails, ça peut être un travail de recherche en soi, effectivement, d'arriver à communiquer avec une autre machine, tout ça. En soi, c'était très intéressant parce qu'il y avait le travail, certes, de recherche, mais aussi de programmation. Bon, il existait déjà des outils pour ce genre de choses, mais il fallait arriver à les installer sur l'ordinateur qui était disponible. Et on n'est pas dans une logique, aujourd'hui, avec essentiellement les systèmes Linux ou FreeBSD, des milliers de programmes sont disponibles, prêts à l'emploi. Il n'y a plus beaucoup de travail à faire. Les gens se sont déjà occupés de tout cela. À l'époque, ce n'était pas le cas. C'était le code source qui fonctionnait sur un ordinateur précis. Et puis après, il fallait passer du temps à l'adapter, le modifier pour que ça fonctionne sur d'autres machines. C'était passionnant. Et quand on choisit son adresse email, on demande... c'est le nom de la machine. À l'époque, c'est ça. C'était effectivement le nom de la machine, le nom du domaine et puis un nom d'utilisateur. Comme c'était très très unique, c'était le nom de l'utilisateur. Moi, c'était wolf@grasp1 qui était le nom de la machine, .yvelyon1.fr qui était ma toute première adresse électronique. Vous êtes un des premiers à avoir une adresse électronique au sein de cette école Au sein de l'école, je pense que je fais partie des premiers. Au sein de l'université, il y avait les personnes du centre de calcul qui avaient aussi leurs adresses électroniques. Les gens de l'IN2P3, je pense qu'ils s'en servaient bien avant. Mais bon, je n'ai jamais eu de contact avec l'IN2P3. C'est juste que j'utilisais leurs ressources et c'est ce qui m'a permis d'apprendre plein de choses et de me passionner pour ce secteur. Puisque depuis cette époque-là, je n'ai jamais lâché et je suis toujours à travailler sur des réseaux IP et les services qui y sont associés. Et vous consultez à ce moment-là, est-ce que vous avez évoqué Unix et newsgroups de la communauté Usenet, et est-ce que tout ça c'est une entrée pour vous utile dans l'informatique et dans les technologies? Les news, c'était à la fois récréatif et utile, tout à fait. Usenet, je crois que c'est en 88-89 où j'ai commencé à y travailler, où effectivement là on était à la fois dans de la technique et de la politique, puisque circulait sur le réseau des informations, des informations contradictoires sur comment ça fonctionne. Et c'est là qu'on a commencé à voir certains clivages, avec notamment la façon de penser du prestataire Fnet et l'autre façon de penser. On était dans un modèle où à écouter Fnet, les news, c'est un service qu'il faut payer, c'est un service qui ne peut se prendre que auprès d'un monopole, entre guillemets, qui s'appelle Fnet, et ils ont tout fait pour éviter que cela ne se développe. Donc Vous nous avez dit donc que vous travaillez sur Unix, vous travaillez à justement ces questions de messagerie, à comprendre le système et à le pratiquer, pas seulement d'un point de vue théorique. Est-ce que les newsgroups à l'époque vous sont utiles? Est-ce que vous avez regardé un peu ce qui se passe par Usenet Usenet et les newsgroups, puisqu'on parle de la même chose, sont effectivement très utiles. C'est quelque chose que j'ai découvert dans les années 88. Et je dirais, par rapport à mon métier, par rapport à mes études, c'est quelque chose que je considère comme étant un support d'information technique. Et c'était même la source principale d'information et d'entraide. La communauté Usenet de l'époque était relativement petite, puisque ça se limitait aux chercheurs, il n'y avait pas encore de prestataires grand public, et c'était vraiment le moyen par lequel j'ai une question sur un programme, j'ai une question sur le réseau, c'était le moyen par lequel on venait chercher les réponses, et on les obtenait, sans aucun problème. On les obtenait qui? Vous étiez sur des groupes, dans ce cas, français, ou alors c'est vraiment... des groupes anglophones, c'était anglophone à l'époque. Les groupes français sont venus beaucoup plus tard, je dirais... 93 ou 94 dans ces eaux-là, la création du premier groupe français, mais je vous en parlerai. Donc c'était essentiellement de l'anglophone, et puis la communauté des chercheurs était en grande partie aux États-Unis, puisqu'ils avaient toujours un petit peu d'avance là-dessus. Mais il y avait aussi des chercheurs ailleurs. J'ai fait connaissance avec des chercheurs en Suisse, en Europe du Nord, dans les années 80-90, grâce à l'Internet. Et on avait donc vraiment un contenu très intéressant techniquement, avec des personnes pointues, voire parfois certaines personnes qui ont écrit des standards et qui ont contribué au tout début de l'Internet. Et c'était un média très important et qui souffrait justement en France de difficultés d'accès, puisqu'on avait à l'époque deux écoles. Il y avait d'une part l'école Fnet qui était le prestataire, je dirais, essentiel de la plupart de la communauté académique en France, et
le campus lyonnais qui venait s'approvisionner séparément. L'approche Fnet était une approche payante. Pour avoir les news, il faut passer à la caisse. On vous vend le service, il faut se connecter et puis payer au volume. Et ça me rappelle des moments assez mémorables où des accords d'opinion entre moi et puis les personnes de Fnet s'étaient exprimés publiquement à des conférences, voire sur des newsgroups, voire par mail, sur comment faire. Et notamment le principe même de devoir payer pour les news est quelque chose qui me gênait. Et c'est vers 88-89 où j'ai installé mon premier serveur de news sur le campus lyonnais et je récupérais les news d'universités étrangères. À l'époque, j'étais les seuls. Il y avait toujours le petit monde Fnet qui avait ses news via Fnet en payant. Il y avait notre serveur de news sur le campus lyonnais qui récupérait ses news gratuitement de par les liaisons existantes. Puis il a fallu encore un certain temps pour ensuite commencer à avoir des liaisons avec d'autres organismes universitaires en France qui sont également venus s'approvisionner chez nous. Et on a continué ainsi. Et petit à petit, je dirais, le volume payant, entre guillemets, a diminué. Et c'est vers le début des années 90 que la diffusion de Usenet a été de plus en plus importante sur la communauté française, mais aussi à des coûts de revient moindres pour l'ensemble des sites universitaires. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, vous bénéficiez en fait d'une forme de gratuité grâce à cette proximité lyonnaise avec l'IN2P3 et les grosses infrastructures. Et donc de l'autre côté, Fnet, qui est né du monde de l'INRIA, mais qui à un moment va effectivement s'organiser en association et être le principal effectivement fournisseur des newsgroups, si je ne m'abuse, au sein de la France. Donc développe lui un modèle associatif, mais aussi payant. Et donc, vous recevez les newsgroups et vous les fournissez à qui? Certains vous demandent, du coup, ça retombe en cascade vers d'autres centres. Comment ça se passe? Au début, les gens ne demandaient pas forcément à récupérer les newsgroups. Ça se faisait plus, devrais-je dire, sous le manteau. Ce qui est surprenant pour une donnée gratuite, de la diffuser sous le manteau. Mais il y avait, je pense, des considérations politiques et des susceptibilités entre personnes qu'il fallait ménager. C'est effectivement comme ça que ça a commencé à se diffuser au sein du milieu universitaire, sans passer forcément par le fournisseur, entre guillemets, central, qui essayait de faire croire qu'il fallait les acheter chez lui, au niveau de service. Il est vrai que le modèle économique était très différent. D'un côté, il y avait des coûts que je ne nie pas, mais qui étaient noyés, je dirais, inconnus de l'utilisateur, et de l'autre côté, un modèle associatif qui est tourné sur une facturation au volume. Mais le principe même de la facturation au volume, je ne vais pas discuter du fait est-ce qu'il est juste ou pas juste, est un principe que peu de gens aiment. Déjà, les financiers n'aiment pas la facturation au volume parce que, d'un point de vue budgétaire, c'est difficile à gérer, mais aussi dans une optique chercheur, dans une optique de réseau ouvert, ce qui était le cas à l'époque, on préfère de loin être sur du forfaitaire. Et c'est un petit peu vers ça, ensuite, grâce à ces ouvertures, grâce à ces solutions alternatives, que l'Internet a quand même beaucoup évolué en France vers un principe de facturation forfaitaire. Je pense que la facturation au volume, ça vient aussi de l'historique X25. Ouais, Transpac, Transpac oui. faisait facturer au volume, Fnet faisait payer au volume tel que ça fonctionnait, et puis on est allé petit à petit, au fur et à mesure que les prestataires se sont développés, que les services se sont mis en place, vers un prix fixe mensuel, ce qui est le cas aujourd'hui chez votre prestataire grand public. Vous payez pour votre ligne ADSL ou fibre optique, vous payez un forfait fixe tous les mois. Et c'est plus pratique. Donc ça vous paraît déjà absurde à l'époque. Donc on parle d'Fnet à ce moment-là. Il y a quelque chose qui vous gêne déjà, mais on est dans des usages qui sont essentiellement encore académiques, universitaires. Vous êtes toujours étudiant donc à ce moment-là? Je suis toujours étudiant. J'ai terminé en 91. J'ai gardé quelques contacts avec le milieu académique dans les années qui ont suivi la fin de mes études. Je dirais jusqu'en 94-95. Bon, après ça s'est beaucoup étalé et j'avais beaucoup moins de contacts. Mais j'ai essayé de continuer à œuvrer pour que l'Internet se déploie en France, aussi bien dans le milieu académique, parce que je continuais à donner des petits coups de main, faire des présentations, des formations sur le sujet. Par exemple, à mon actif, je pense que le premier serveur IRC qui était hébergé en France, j'ai eu le plaisir de le mettre en place. Pareil, 88-89 également. Il a perduré assez longtemps après la fin de mes études.
Et puis d'autres serveurs sont venus se greffer dessus. Mais j'étais dans cette optique, il faut que les universitaires aient accès à l'Internet et à ces services le plus large possible. Et quand vous prenez position, donc on sent qu'il y a eu, vous évoquiez quelques heures avec la communauté FNET, parce que ça vous parlait à ce moment-là, et notamment parce que vous avez vu autre chose de possible dans la région lyonnaise. Vous vous rencontrez dans quelles circonstances? Vous suivez par exemple toutes les conférences? Il y aura un certain nombre de choses, il y aura les journées messagerie, il y aura la naissance de Renata, il y a tout un univers qui se déploie dans le milieu académique de réflexion sur les réseaux. Vous allez, en tant qu'étudiant, suivre ces sujets parce que ça vous intéresse, ou vous faites vous-même à des moments des conférences C'est vraiment tout à fait à la fin de mes études, quand je suis arrivé sur le marché du travail, où j'ai commencé à assister à ce genre de conférences. Il y avait notamment au tout début, c'était l'AFU, l'Association française des utilisateurs d'Unix. Et je crois que c'est à ce moment-là où j'ai eu le premier désaccord public avec les représentants de FNET sur comment on pense que les services Internet devraient être. Vous étiez à l'affût à ce moment-là déjà À ce moment-là, je n'étais pas adhérent à titre personnel, mais j'ai participé sur ma dernière année d'études, tout à fait à la fin, à effectivement des groupes de travail affût. C'est à ce moment-là où j'ai rencontré Hervé Schauer, avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans et demi, puisque j'ai été son premier salarié. Et vous avez travaillé avec Pierre Bessac dans cette... Pierre Bessac est arrivé après. Moi, j'avais déjà quitté l'entreprise. Vous aviez quitté, d'accord, parce qu'il a évoqué, il a aussi travaillé effectivement. Oui, moi j'avais déjà quitté Hervé Schauer quand Pierre Bessac est arrivé. Mais j'ai connu d'autres personnes, Olivier Robert, qui était un de mes collègues aussi chez Hervé Schauer. Je l'ai connu là-bas. Mais c'est surtout l'AFU qui a été, je dirais, mon premier point de contact avec la communauté française, je dirais, au large, parce qu'il y avait beaucoup de gens intéressants, et qui avaient des choses à dire. Et moi-même, je n'avais pas ma langue dans ma poche à ce moment-là. Donc, il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu certains désaccords, il y a eu, je pense, de l'apprentissage mutuel également, de part et d'autre, sur la technologie, et c'est ce qui permet de fonder et d'évoluer ensuite. Rappelez-nous l'affût, Bernard Lang, quand vous êtes parti Je ne me souviens plus. Ouais, dans tout l'univers, parce que il y a quelques années, je sais, il y a eu des rivalités même entre associations dans le domaine du... Bernard Lang, je n'ai pas vraiment eu de contact avec lui. Je le connais de nom, mais ça s'arrête là. Qui étaient les grandes figures de l'affût? Pour moi, les grandes figures de l'affût, il y avait Hervé Schauer qui était très actif, il y avait l'équipe FNET, donc on retrouvait Yves de Villers, il y avait Francis Dupont qui était également souvent présent. Est-ce que Annie Renard, qui s'occupait plus de la partie nom de domaine, venait aux rencontres affût, je pense, de temps en temps. D'accord, donc c'est au sein de l'affût même que pour moi, c'était au sein de l'affût au tout début. Après, il y a eu d'autres groupes qui se sont créés. Il y a eu le groupe GERET, c'est gérer, exploiter les réseaux Ethernet TCP/IP, qui s'est créé. Il y a eu les journées messagerie. Puis, un petit peu plus tard dans le calendrier, les journées réseau. Les JIRES qui existent toujours et qui sont, ça doit faire 10 ou 15 ans que je n'y suis pas allé, mais qui sont des conférences extrêmement intéressantes, et à défaut de pouvoir y aller, lorsqu'il y a les JIRES, j'essaye de suivre les vidéos en ligne et les directs, parce qu'il y a d'autres personnes comme Stéphane Borsmeyer ou d'autres chercheurs qui ont des choses très intéressantes à dire. D'accord, donc vous évoluez dans tout cet univers donc associatif qui a fait aussi le développement effectivement d'UNIS. Il y a eu Unet à un moment aussi. Il y a eu Unet. Alors là, on est déjà un petit peu plus tard dans le développement de l'Internet en France. Et FNET était en fait le représentant français de Unet, qui était souvent rattaché à des groupes d'utilisateurs Unix, et qui avait un réseau pan-européen pour diffuser de l'accès à l'Internet, a priori en autofinancement, puisque ce sont les adhérents qui payaient les accès, qui permettaient de payer l'infrastructure. Et c'est vers le début des années 90, que d'autres réseaux sont venus se déployer. Et c'est là vraiment que l'Internet a démarré en France. Alors là, il faut peut-être corriger un petit peu le calendrier que j'ai entendu par d'autres représentants. Il y a eu l'initiative Renater, côté académique. Il y a eu Olean, qui est indiscutablement, je pense, le premier. Je crois que Renater est un tout petit peu après, voire en parallèle. Puis il y a eu un certain nombre de prestataires grand public, dont notamment FranceNet et WorldNet, qui ont l'un et l'autre ouvert à quelques jours d'intervalle.
et qui prenaient leur service auprès du même fournisseur qui était Olean. Donc Olean s'était associé avec l'anglais Pipex à l'époque, et pareil, le tout début d'Olean, je m'en souviens très bien, puisque j'étais déjà dedans quand on a branché le premier routeur, les premières lignes, c'était au tout début, quand Jean-Michel Planche a créé l'activité, c'était des modems, on appelait les États-Unis un fournisseur qui s'appelle UNET, c'était juste de l'UCP, pour récupérer et envoyer les mails, les news. Unix to Unix Copy Protocol. Exactement. On est bien d'accord. Donc c'est par des systèmes Unix, on n'est pas encore sur de l'Internet. On n'est pas encore de l'Internet au sens IP. Mais la connexion IP est venue très rapidement. C'était une ligne 64 kilobits entre donc le lieu historique d'Olean qui est à Vincennes et les locaux de Pipex à Cambridge, au Royaume-Uni. On a tenu là-dessus assez longtemps, puis on a commencé à avoir notre premier routeur, c'était une grosse boîte, un Cisco AGS+, qui était un très bon produit à l'époque, qui aujourd'hui doit faire rire n'importe quel technicien par rapport à ce qu'il y avait. On a commencé à brancher nos premiers clients, soit par des modems, le commuté était encore très à la mode, puis le numéris, et aussi les premières lignes analogiques. Je me souviens des tout premiers clients, par exemple l'Institut national de l'audiovisuel faisait partie des tout premiers des clients historiques qui se sont connectés rapidement à l'Internet. Les débits étaient absolument ridicules. Alors il faut rappeler que, si je ne m'abuse, et vous me corrigerez sinon, en gros, Renater, ça va être le monde plutôt académique, enseignement, etc. L'INA, par exemple, que vous évoquez, fait pas forcément partie des clients évidents de Renater et a besoin... L'INA n'était pas, Renater n'était pas à ma connaissance prêt à ce moment-là. Ouais, d'accord. Ça venait de démarrer. Oui, donc l'INA au début a été client d'Olean. C'était, je crois, une liaison analogique à 9600 ou à 19200 bits par seconde. Donc imaginez, quand on parle d'aujourd'hui d'accès fibre à 100 mégas, à 500 mégas ou gigas, c'était rien. Mais ça faisait partie des clients historiques et fidèles d'ailleurs de l'entreprise. Puis il y a eu des entreprises qui se sont connectées. Et alors c'est ça, quelles étaient, la cible d'Olean, c'est même si à ce moment-là Renater émerge seulement, mais c'est moins le monde académique que le monde du privé. Olean, c'est clairement le prestataire, l'Internet pour les entreprises. Et c'était le slogan commercial de la société au début. Et effectivement, on a eu des industriels, parfois un peu de recherche, mais essentiellement des entreprises qui se sont connectées, et puis d'autres fournisseurs d'accès, donc FranceNet, WorldNet, et d'autres qui sont venus ensuite se greffer, qui ont eux-mêmes revendu un service, mais destiné à un grand public plutôt qu'à des entreprises. Et c'est vraiment comme ça que s'est développé l'Internet en France. Et à partir de là, sur des courbes de croissance qui ont été exponentielles et qui continuent de l'être au niveau des usages. Bon, on n'est pas sur un confort de débit d'accès comme aujourd'hui, en ce sens que je me souviens qu'historiquement, quels que soient les prestataires, il y a eu des périodes de saturation, parce que les coûts des télécommunications étaient encore extrêmement élevés. On était toujours avec, les lignes sont saturées. Et puis il faut attendre parce que ça coûte cher pour pouvoir augmenter les débits, se faire livrer les nouveaux débits. Et c'est quelque chose qui est devenu une commodité seulement il y a peut-être 15-20 ans. Alors Olean, vous rencontrez comment Jean-Michel Planche et ça démarre comment cette aventure? C'est ma première question et j'en avais une deuxième, mais ça y est. Oui, c'est qu'on a évoqué la facturation au forfait justement pour les newsgroups de la FNET. Quel est le modèle économique d'Olean au départ et comment est-ce que je pense qu'il n'y a pas d'abonnement et comment ça marche? Jean-Michel Planche était, tel que je me souviens, je crois qu'il a été un moment client de HSC. Donc de Hervé Schauer, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés, peut-être aussi dans les groupes, et on a discuté des choses. Moi-même, j'étais en contact avec Pipex pour d'autres raisons, mais clairement, celui qui a pris les devants, qui a ensuite négocié avec Pipex et qui a monté le service, c'est Jean-Michel qui a eu les contacts et qui a fait avancer le bateau. Vous rejoignez à ce moment-là? À ce moment-là, je ne le rejoins pas encore. Moi, je n'étais employé par Olean que vers 98, donc peu avant le rachat par Orange. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas suivi l'entreprise, que je n'y ai pas contribué pendant tout ce temps. Mais bon, j'avais mes activités principales. Bon, j'ai travaillé dans un centre de recherche quand j'ai quitté Hervé Schauer, j'ai passé 5 ans à l'Institut Pasteur, mais j'avais quand même mon hobby qui était l'Internet et puis les contacts avec toutes ces personnes
que j'ai avec plaisir parfois conseillé, aidé, vous donner un coup de main pour avancer. À l'époque, les journées de travail étaient très longues, mais n'étaient pas fatigantes du tout. C'était passionnant. C'était passionnant. Et ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, d'apprendre énormément de choses. Et donc vous suivez de près, on va dire, le développement d'Oléane. Et alors le modèle économique, les prix par rapport à FNET, justement, est-ce que c'est... Le modèle Oléane était un modèle forfaitaire. Oui. Donc sur la ligne fixe, au tout début, c'était le client qui payait sa liaison pour aller jusqu'au prestataire. Mais ensuite, l'abonnement était sur un prix forfaitaire. Quel que soit le volume. D'accord. Donc on a déjà un modèle différent, et ça vient de quoi? Ça vient d'une certaine vision différente? Je pense que c'est la philosophie. Absolument, c'est la philosophie de Jean-Michel Planche, aussi ma philosophie et celle d'autres, c'est de donner un accès forfaitaire, de vendre un accès forfaitaire aux clients, quel que soit le volume, en comptant sur l'effet de masse pour lisser les usages et permettre de partager l'infrastructure. Évidemment, les débits ne sont jamais garantie. On est X clients à partager une infrastructure qui à l'époque était relativement modeste, qui aujourd'hui est importante. Ce qui fait que aujourd'hui la question de débit ne se pose plus trop, parce que en général les prestataires ont ce qu'il faut. Même si on entend parfois, chez un tel l'accès à YouTube ne fonctionne pas très bien, chez un autre l'accès à Netflix peut poser problème. On est effectivement sur cette logique de qui paye quoi au niveau infrastructure. Les discours restent quand même, on l'a vu dans les controverses sur la neutralité du net, par moment de dire que, on a un moment stigmatisé les nets goinfres, entre guillemets, dit qu'ils devaient payer plus. Donc on voit que ce débat, il revient quand même. Il est toujours, ce débat reste toujours. Voilà. Puisque les grands hébergeurs arrivent à avoir des prix bas parce qu'ils ne payent pas l'infrastructure, ou de moins en moins. Et il y a de tout temps eu des bras de fer entre ces gros hébergeurs fournisseurs de contenu et les opérateurs. Parce que la question est qui doit payer le transport de l'information jusqu'à l'hébergeur? Est-ce que c'est à l'internaute ou à l'abonné du prestataire Internet, ou est-ce que le fournisseur de services doit aussi contribuer d'une certaine façon à cette infrastructure? Et là, aujourd'hui, ce sont des histoires de gros sous entre des entreprises de taille très, très imposante. Et je pense que la plupart des accords et des discussions ne sont pas du tout publics. Même moi, ne me demandez pas ce qui se discute aujourd'hui en 2017 là-dessus. Ce sont des infos que je ne suis plus. Mais à l'époque, déjà, la question se posait. Oui, c'est ce qu'on voit, ce qui est une pérennité en tout cas de ces débats. Donc vous êtes à l'Institut Pasteur à un moment pour travailler, vous êtes au service d'informatique scientifique de l'Institut Pasteur. D'accord. Donc nous étions un service d'ingénieurs en informatique et en réseau, qui avait, je pense, une compétence assez rare. C'est Laurent Bloch qui avait constitué à cette époque l'équipe, et on s'occupait du réseau informatique de l'Institut et du centre de calcul scientifique. Alors j'imagine qu'il y avait des besoins importants dans un institut comme celui-ci. Bien sûr, il y avait des besoins importants, donc moi ça m'a permis d'apprendre encore plus de choses au niveau Internet et au niveau Unix. On a eu aussi les raccordements réseau, l'Internet. De par la nature de l'Institut, Renater, forcément, à un moment, est venu, l'Institut s'y est raccordé avant les prestataires privés. Donc vous êtes quand même dans une période encore, on est, si je calcule bien, on doit être au milieu des années 90. 94-98. Voilà, donc c'est pas forcément, il y a des besoins évidemment d'informatique, et je suppose que l'Institut Pasteur est à la pointe, mais est-ce que vous devez expliquer aux chercheurs l'intérêt, est-ce qu'ils se servent d'Internet? Est-ce que côté médical, il y a aussi... comment ça se passe dans cet univers de la recherche à l'Institut Pasteur et vos relations avec tous ces... Quand j'ai rejoint l'Institut Pasteur, les chercheurs étaient très au fait, pas forcément bons utilisateurs parce qu'il y a de l'apprentissage à faire, mais la messagerie électronique commençait quand même vraiment à se développer, et c'était quelque chose qu'ils utilisaient beaucoup pour pouvoir communiquer avec leurs confrères dans d'autres laboratoires de recherche en biologie. Donc le mail a toujours été une composante extrêmement importante. Après, il y a eu dans les calculs scientifiques sur un sujet que je ne connais absolument pas, ça peut être la génétique, les génomes, des programmes de calcul qui faisaient des choses, je dirais, complètement inconnues pour moi, mais qui étaient utiles aux chercheurs,
avec des bases de données qu'on récupérait auprès d'autres instituts, par exemple le NCBI aux États-Unis ou EBI en Angleterre ou d'autres en Allemagne, qui construisaient des bases de données qui servaient à faire des calculs de génétique ou de génomique. Et donc l'Internet était très, très utile à ce moment-là pour récupérer ces informations, pour les mettre à disposition et mettre les applications que les chercheurs demandent. Tout à fait. On est encore loin du web et des applications de communication, puisque le web est arrivé relativement tard. Alors oui, en France, notamment, donc vous, si on revient un petit peu, donc vous suivez tout le démarrage finalement de la fourniture d'accès à Internet avec le démarrage d'EFNet, d'Oléane. Vous voyez les intervenants se multiplier. Donc à ce moment-là, c'est plus vous êtes plus en qualité d'observateur, de participant au débat, d'homme un peu dans les coulisses aussi, qui parfois... J'ai fait beaucoup dans les coulisses, ouais. c'est exact. Oui, je participais beaucoup aussi, que ce soit les journées réseau, toutes les réunions académiques, où en général j'avais une présentation assez souvent pour parler de sujets qui m'intéressaient et qui pourraient intéresser les autres personnes. Et on était encore sur des usages relativement simples. C'était le protocole IP, c'était le transfert de fichiers, c'était le mail. Je dirais les premiers systèmes d'information, c'était avant le web, il y avait un système qui s'appelle Gopher, il y avait un autre système qui s'appelle Wise. C'était, si on y pense aujourd'hui, c'est ridicule ce que ça a assuré. Bon, on a fait comme tout le monde, on a monté un serveur Gopher, on a monté un serveur Wise, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut y mettre comme contenu. Et c'était à l'Institut... Non, ça c'était passé, l'Institut Pasteur, c'est après. C'était plutôt l'époque fin Institut Pasteur, début Oléane, ouais. en ce qui me concerne. Ah oui. Oui. Mais c'était vraiment trouver quelle info y mettre. Mais là, le web est déjà arrivé. Le web était déjà là, mais il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Bon, on avait fait le tout premier web de l'Institut Pasteur, j'avais fait le premier web d'Oléane. C'était ridicule, c'était quasiment 2-3 pages, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas encore vraiment de contenu. Mais pourtant, on a vu, quand le web est arrivé, quand Mosaic, qui était le premier navigateur graphique, est sorti, il y avait quand même quelque chose de différent. En fait, on est passé de choses, je dirais, textuelles. On est encore sur le bon vieil écran de 80 colonnes et 25 lignes ou un peu plus grand, à quelque chose de graphique. Mais après, clairement, c'est là, moi, je me suis tout de suite rendu compte que je ne suis pas doué pour faire de la mise en page, pour faire de la présentation. Ça, il faut le laisser aux graphistes, à des gens qui savent faire. Et les premiers serveurs se sont montés à ce moment-là. Je n'arrive pas à me souvenir de la date à laquelle le premier serveur web d'Oléane a été mis en ligne. Est-ce qu'on était sur 95 ou... Je pense que c'est dans ces eaux-là. Ça paraît fort possible que ça soit effectivement à ce moment-là. Donc en fait, vous avez un peu... deux casquettes ou deux trajectoires qui ne sont pas forcément incompatibles et loin s'en faut au niveau compétences au moins techniques. C'est tout le côté effectivement compétences académiques, vous suivez le développement de Renater et de tout ce... Et ce développement effectivement Oléane et puis tous les bourgeons, parce qu'après ce monde économique va se développer extrêmement rapidement. Absolument. La partie académique m'a permis d'acquérir les bases, de bien connaître les protocoles, toutes ces applis. Et ensuite, le monde d'entreprise, lui, m'a permis de continuer à les mettre en œuvre dans une logique lucrative, d'une part, dans une logique où il y avait de la qualité de service à fournir et des engagements contractuels. Et aussi, ça m'a aussi permis de savoir ce qui m'intéressait moins dans les technologies de l'Internet. Et clairement, aujourd'hui encore, je reste, je dirais, dans les couches basses du réseau. Faire un data center, faire un réseau, faire les applications de base, toutes les choses que l'utilisateur ne voit pas forcément, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours énormément. Alors que faire la partie présentation, la partie web, faire des jolies interfaces utilisateurs, j'ai clairement compris que ça ne m'intéresse pas et... Oui, c'est un autre métier. Et que c'est quelque chose, c'est un métier de communicant. Ouais. Alors qui n'existe pas à l'époque, qui est en train de se créer parce que les web designers, etc. vont apparaître doucement. Mais effectivement, vous êtes plus dans le transport d'informations et les... Alors, de l'Institut Pasteur, où là, vous allez devoir gérer un peu tout, ce que vous dites, vous allez quand même devoir faire plus ou moins le premier site web de l'Institut. Je pense qu'on demande aux services informatiques à ce moment-là d'être...
Au tout début, oui, c'était extrêmement très simple, hein, c'était Ouais. quelques pages. Et puis après, ce sont les services de communication qui, en voyant l'intérêt de la chose, ont pris la main dessus et s'en sont occupés. Ah oui. Et aujourd'hui, on part sur des sites complets, institutionnels, avec à la fois beaucoup d'informations et aussi un aspect commercial. Faites les dons en ligne, tous ces aspects paiement n'existaient pas à l'époque. Ça a été rajouté par la suite. Et puis le commercial s'y est mis. À l'époque, c'était quand même des sites web académiques, des sites web d'information. On n'était pas encore sur un but lucratif. Le e-commerce est venu beaucoup plus tard, et c'est là qu'en voyant le potentiel qu'on a vu le développement accélérer, aussi bien avec le déploiement grand public, les usages, vers une industrie qui vaut aujourd'hui des milliards en chiffre d'affaires et en activité. Alors justement, vous êtes à l'Institut Pasteur, vous dites à un moment que vous allez rejoindre Olean. Qu'est-ce qui vous décide du coup à faire ce saut vers le privé? Est-ce que vous avez eu envie vous-même de développer des... D'ailleurs, déjà, je tiens à préciser que l'Institut Pasteur est une fondation de droit privé. D'accord, oui, donc c'est pas... Donc je suis passé d'une situation du privé au privé. Je pense que j'avais fait le tour de ce que je voulais voir là-bas. Et que c'était un moment où il fallait effectivement plus m'impliquer dans ce qui me passionnait réellement. C'était l'infrastructure, l'Internet. Et vous aviez déjà un pied. Oui, j'avais déjà un pied dedans. Voilà, il suffisait de mettre le deuxième. Mais il s'agissait de mettre effectivement le deuxième et d'y aller à plein temps. Ouais. Et alors, oui, vous dites, vous allez choisir de le faire peu de temps avant que... Peu de temps avant le soit rachat. Voilà. Ouais, voilà. Alors, on va revenir un peu sur ces éléments. Vous avez une vraie compétence technique. Vous avez aussi finalement un point de vue qui est économique et politique, hein, on peut dire, de ce que doit être l'Internet, de comment... Économique, je ne saurais dire. Politique, à l'évidence, oui. Et des prises de position, en effet. Vous avez vu la naissance d'Oléane, donc si on revient, on était dans la première moitié de la décennie 90, au moment de l'émergence. Et si vous arrivez vers, donc c'est 97, 98 C'est en 98 que j'ai rejoint Oléane. Ça a dû déjà drôlement évoluer pendant ces quelques années en termes d'offres, en termes de clients, est-ce que c'est une entreprise... en pleine croissance, comment... C'est une entreprise en pleine croissance avec bien sûr les difficultés de toute entreprise qui multiplie peut-être par 2 chaque année son effectif et plus son chiffre d'affaires. Les offres devenaient plus intéressantes puisque c'est à ce moment-là qu'on... Encore une fois, je pense que c'est une invention que l'on doit à Oléane. Les offres aujourd'hui qu'on appelle les intranets, c'est quelque chose qui avait été inventé par Oléane, sous un autre nom d'ailleurs. Il y a un peu de confusion. L'intranet, entre guillemets, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, c'était une offre que nous on appelait extranet chez Oléane. Mais c'était là qu'on avait commencé à faire les premiers réseaux privés d'entreprises qui utilisaient l'Internet comme transport. Et ça a continué à se développer de plus en plus. Et aujourd'hui, quelle grande entreprise n'a pas son réseau intranet fourni par un prestataire tiers, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale? Effectivement, les usages ont évolué, les débits ont augmenté, les infrastructures, il y a eu la création des premiers points de présence en dehors de la région parisienne, le maillage du réseau, les points d'interconnexion qui se sont créés entre les prestataires, où là aussi il y a eu de la politique, bien évidemment. Entre tu es trop petit pour moi, je ne veux pas échanger de trafic, voilà le catalogue. Il suffit de passer à la caisse, ce qui est l'approche américaine aussi. Les États-Unis ont toujours regardé les pays étrangers comme étant moins que rien. Et notamment au début, c'était ça. Vous voulez vous connecter, voici le catalogue. Choisissez votre service et payez-le. Il n'y avait pas de réciprocité ou d'échange de trafic à ce moment-là. Oui, parce que ce qu'on appelle les accords de peering, si voilà. je ne me trompe pas, n'existe pas. Tout est inventé à l'époque. Et donc on se retrouve avec brusquement plusieurs fournisseurs d'accès qui doivent échanger effectivement du trafic. Ça existait aux États-Unis. Ça existe, oui, il y avait déjà des modèles, mais le reste du monde n'était pas considéré comme étant digne d'un accord de peering. Le reste du monde était vu comme un client. Et entre Français, il va falloir aussi s'entendre, entre FAI français pour échanger... Entre FAI français, pareil, il faudra s'entendre parce qu'on était à une situation parfois ridicule où l'échange de trafic entre les prestataires de France se faisait aux États-Unis. Ce qui, outre les coûts, puisque ça saturait des liaisons transatlantiques qui coûtaient une fortune à l'époque, ça n'a pas de sens. Effectivement, il a fallu créer les premiers points d'échange français, et ça n'a pas été sans mal, entre la mauvaise volonté de certains et d'autres.
Bon, aujourd'hui, il y a, je crois, 3 ou 4 points sur le marché. Beaucoup en région parisienne qui ensuite ont poussé en province, mais c'était pas gagné au début. Et pareil, les débits étaient ridicules. On avait notamment l'opérateur historique qui freinait des cas de fer, puisque lui se considérait comme étant supérieur à tous les autres, et qui évitait de vouloir interconnecter. Ce qui fait qu'il y a Là, on parle des télécoms, en fait, mais on parle de Wanadoo déjà Je crois que l'offre Wanadoo existait déjà, mais c'était France Télécom en tant que tel. Ouais, c'était ouais. pas Wanadoo. Ouais. En fait, France Télécom ne distinguait déjà pas vraiment Wanadoo du reste. C'était France Télécom, je suis grand, donc je n'échange de trafic avec personne. Parce que tous les autres sont petits. Et il y a eu certains points d'échange qui se sont créés exprès pour faire face à ça. Je me souviens plus du nom du point d'échange qui était plutôt France Télécom entre guillemets. Après, il y a Free qui n'était pas satisfait de cette situation, qui a créé son Free-X. Donc je dois avouer, j'ignore s'il existe toujours. Mais où le principe c'était venez, amenez votre infrastructure, mettez vos routeurs, on interconnecte. Il y a, mis à part vos coûts pour amener vos routeurs, il n'y a quasiment pas de coûts associés. Il y a eu celui qui s'appelle aujourd'hui le Sphinx, qui était plutôt piloté par la FNIC Inaria au départ, qui s'est créé et qui a attiré assez de monde, peut-être parce il donnait une vision un peu plus neutre que les points d'échange qui étaient associés à des opérateurs. Et maintenant, il doit en rester 2 ou 3 en France, très importants. Il y a des points d'échange en province qui, effectivement, ont un sens, puisque les trafics et les usages ont explosé. Je me suis toujours demandé quel avait été l'impact, vous pourrez me dire d'après vos souvenirs, mais de la décision de Fillon en 1996 de dire que n'importe qui pourrait joindre son FAI au prix d'une communication locale. Parce qu'avant, il y avait eu des FAI régionaux qui avaient fleuri un peu partout, en Auvergne, jusque dans des régions plus reculées ou excentrées par rapport à Paris 96. Est-ce que ça a eu un réel impact sur le fait que le trafic aille vers quelques grands fournisseurs qui inspiraient de la confiance, je pense à Wanadoo parce que c'est la confiance qu'on peut accorder, ou est-ce que pour vous c'est un non-événement cette décision de 96 Je pense que le tarif unique a quand même permis à des gens qui étaient dans des endroits assez isolés de se connecter. Maintenant, est-ce qu'on peut parler d'événements ou de non-événements ? Je ne sais pas trop le problème. Est-ce que ça va tuer les petits FAI ou est-ce que c'est même pas sûr que ça a été... Je ne suis pas sûr que ça les tue. Je dirais, de par les débits et les millions qu'il faut dépenser en infrastructure, automatiquement, la situation est difficile pour les petits FAI. Mais pour en revenir à cette époque, le problème était essentiellement que le prix de la communication locale France Télécom n'a cessé d'augmenter. On était dans les années 84 à un prix unique. C'était une unité de base, quelle que soit la durée de la communication. Puis c'est allé à une unité toutes les 20 minutes, puis toutes les 6 minutes. Et ensuite, facturation à la durée. Et donc, il fallait quelque chose quand même pour permettre d'accéder aux prestataires par téléphone. Mais bon, c'était le commuté. Pour moi, la véritable révolution de l'Internet, c'est la DSL. Fin des années 90. Voilà, c'est ça. C'est le numéris, le RTC, c'était, je dirais, des pis-aller, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Mais la DSL est clairement le développement majeur. Alors on était en train d'évoquer le fait que vous allez donc passer du privé au privé, je ne redis pas la même bêtise 2 fois, de l'Institut Pasteur à Olean que vous connaissiez bien, donc c'est pas une découverte, vous avez vu l'entreprise effectivement évoluer. Vous nous disiez que vous arriviez un peu à la fin d'Oléan, c'est ce qu'on va voir au moment où Oléan va être racheté par France Télécom. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est quand vous rentrez dans Oléan, c'est avec quelle mission, quel travail? Et la deuxième, c'est évidemment de revenir sur ces années qui vont changer un peu le destin de l'entreprise. Quand je suis entré chez Oléan, c'était avec comme mission de m'occuper notamment de tout ce qui est service Unix, qui rendait donc les services de base pour nos clients. Et de m'occuper de cette équipe. Alors quand on évoque les services Unix, c'est beaucoup de professionnels étaient à ce moment-là sur Unix, ou est-ce que c'était une offre à développer? Est-ce qu'il y avait une l'infrastructure était essentiellement confiée à des systèmes Unix. Et c'est, je pense, encore beaucoup le cas aujourd'hui. Les choses que vous ne voyez pas.
les serveurs de nom, les DNS, beaucoup de serveurs web, beaucoup de serveurs de messagerie sont sur des systèmes de type Unix. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Linux, il y a beaucoup de systèmes type FreeBSD qui sont utilisés. Sachant que les Unix, entre guillemets, propriétaires, sont de moins en moins représentés dans l'univers de l'Internet. Mais c'est essentiellement ça. Et donc il fallait développer, gérer tous ces services que le client ne voit pas forcément. Et effectivement, l'utilisateur final, lui, ça va plutôt être peut-être un Macintosh, peut-être un PC avec l'autre système d'exploitation, avant d'arriver aux mobiles et aux tablettes, qui sont venus beaucoup plus tard. Mais vous avez raison de nous rappeler aussi toutes ces coulisses et puis tous ces, des infrastructures, des matériels effectivement et autres qui ne sont pas forcément visibles pour l'utilisateur final, mais qui font fonctionner les infrastructures. Donc, est-ce que c'est passionnant de travailler à ce moment-là chez Olean pour vous, et est-ce que Ah oui, donc c'était un très bon changement de passer, enfin je dirais à plein temps sur cette activité. Ça a permis de voir évoluer, ça a permis de voir aussi évoluer l'infrastructure réseau au fur et à mesure que tout ceci grandit, le développement des salles d'hébergement, le passage de technologie X vers Y, quand on est passé, je dirais, de l'accès ligne louée, bas débit, extrêmement cher, RTC ou Numéris, à la DSL, qui a été le premier grand élément, je dirais, en faveur de la démocratisation de l'accès Internet, notamment autour du grand public. Maintenant, là j'avais déjà quitté le métier, la fibre optique depuis quelques années, qui permet d'avoir des débits encore plus intéressants. Et on était sur des échelles où les débits se multipliaient. Je me souviens d'un moment, c'était après le rachat de Olean déjà par France Télécom, où il fallait encore se battre pour les débits. Quand je demandais, que j'expliquais aux personnes de l'infrastructure réseau que je voulais 3 lignes et 1 giga pour relier 3 points en région parisienne, ou des collègues, entre guillemets, je dirais d'origine plus télécom qu'Internet, m'expliquaient mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces mégabits ? Qu'est-ce que je vais faire de liaison au débit ? Et encore une fois, je pense qu'ils ont eu tort, que j'avais raison. Et que, je dirais, l'infrastructure d'aujourd'hui le prouve. Plus on met de débit, plus on en consomme. Et c'est un peu la difficulté chez les telcos qui essayaient de maintenir l'image que le débit, ça coûte cher. Peut-être que ça coûte cher, mais inéluctablement, on va vers l'augmentation, la multiplication des débits. À l'époque, 1 giga, c'était considéré comme étant beaucoup. Aujourd'hui, c'est la prise individuelle que tout le monde devrait avoir à la maison. Alors vous évoquez justement ce monde des télécoms, parce qu'effectivement, vous rentrez dans Olean au moment, peu de temps avant que ça soit racheté par France Télécom. Alors, qu'est-ce que vous le saviez ou c'est une surprise? Quelle est la logique de cette... ça marche plutôt bien, Olean. Pourquoi Je le savais. Oui. Je le savais, mais il y avait une concentration dans le secteur à l'époque qui était inévitable, et de la restructuration. Parce que le problème, c'est la croissance. Et pour que l'entreprise puisse se développer, puisse avoir de nouveaux clients et rendre le service, il faut pouvoir mettre en œuvre une infrastructure. Et c'est à ce moment-là où la plupart des prestataires en France, qui étaient plus ou moins dépendants, se sont accolés à un opérateur de télécommunications. Soit pour le réseau, soit pour l'infrastructure. On a eu Olean qui a été racheté par France Télécom, Transpac en l'occurrence à ce moment-là. On a eu un tout petit peu plus tard Internetway qui a été racheté par l'américain UNET. On a eu aussi Fnet qui a subi des transformations significatives à cette époque-là. Il n'y avait pas le choix. C'est vraiment un mouvement de reconcentration. C'était survivre ou rester un acteur de peu d'envergure. Je pense que France Télécom a acheté essentiellement la part de marché. Olean, de ce que je me souviens, nous étions très largement au-dessus des 50% de part de marché en Internet pour l'entreprise. Et Transpac venait à peine de démarrer ses offres. Sachant qu'à côté, il y avait Wanadoo qui avait ses offres grand public. Mais c'était deux choses relativement distinctes au niveau de l'infrastructure et des services qui étaient rendus. Et est-ce que ce changement de propriétaire, entre guillemets, change vos missions ? Jean-Michel Planche reste dans l'entreprise ? Est-ce que l'esprit change ? Jean-Michel Planche est resté, je crois, à peu près 1 an après le rachat, et beaucoup de cadres d'Oléan sont partis vers de nouvelles aventures. Et notamment un noyau dur qui est allé
qui a suivi Jean-Michel pour sa société Videby, qui existe toujours aujourd'hui, qui continue de se développer. D'autres dont je fais partie ont décidé de rester, pensant qu'il y avait encore des choses à faire. Et il y avait encore des choses à faire? Il y avait encore des choses à faire, oui. C'était indiscutablement une grande entreprise à des lourdeurs. Et la réactivité, l'innovation peuvent être pénibles par moments, parce que vous n'avez pas la même philosophie. J'ai toujours été un petit peu, comment pourrais-je dire, peut-être le vilain petit canard, ou avec des idées un petit peu inhabituelles par rapport à la façon de penser de la grande entreprise, que ce soit au niveau des choix technologiques, au niveau des produits. Donc c'est assez usant parfois de vouloir faire rentrer des technologies quand vous avez de la résistance de l'autre côté. Bon, on va dire qu'ils ont eu raison de ma patience en fin 2007. Où là, je voyais qu'effectivement, je n'avais plus matière à évoluer et qu'il était temps de quitter la voie de garage. Oui, malgré tout, ça a mis un certain temps avant. Enfin, vous aurez fait pratiquement 10 ans, du coup, dans. J'ai réussi à trouver des activités qui me plaisaient, m'occuper de certains clients, de marchés un peu spécifiques, jusqu'à ce qu'effectivement, à la fin de cette période où il était temps de renouveler mes activités. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai quitté le monde du fournisseur d'accès à l'Internet pour aller chez des éditeurs de logiciels, toujours en rapport avec l'Internet, la messagerie, où je suis allé chez SendMail, qui a été entre-temps racheté par Proofpoint. Et c'est aussi à ce moment-là où je suis parti à l'étranger pour faire des nouvelles expériences, et même si je suis rentré en France, sans regret, les 7 à 8 années passées au Royaume-Uni, où le marché du travail est très, très différent. D'accord, donc vous avez eu une expérience après outre-Manche. Et tout à l'heure en off, on a évoqué la question de tout ce qui était. Enfin, on est revenu un peu sur les noms de domaine, et j'ai découvert à cette occasion que Olean avait été à un moment un bureau d'enregistrement. Tout à fait, tout à fait. Au tout début, les noms de domaine. Il y avait le prédécesseur de l'AFNIC, l'INRIA, puis le NIC France, au début sans structure juridique, qui s'occupait du domaine .fr pour la France, et quelque chose que l'on appelait l'Internic, qui était en fait sous-traité à Network Solutions, qui donnait ou vendait les .com, les .net et les .org. Puis c'était aussi au début, vers 92-93, je crois, a été créé l'ICANN. 98 l'ICANN. Oh, 98, c'était aussi tard. Il y a l'IANA avant. Oula, oui. Vous voyez, ma mémoire me trahit. L'IANA a toujours existé, en tout cas de ma carrière dans l'Internet. Donc il y a eu l'ICANN qui a été créé, avec notamment comme but d'ouvrir à la concurrence le marché des noms de domaine. Et ils ont créé cette notion de ce qu'on appelle registre, qui gère la base technique du nom de domaine, et bureau d'enregistrement, qui a sa propre fonction à la fois commerciale et technique. Et au début, lorsqu'il y a eu ces appels d'offres et de candidatures, 5 prestataires ont été retenus, dont Olean en France, qui avait répondu. Olean a été le premier bureau d'enregistrement accrédité à ICANN en France. Et on s'en servait notamment pour vendre les domaines et fournir les domaines comme net et org à nos clients de l'époque. Et des entreprises comme Gandhi ou les autres concurrents sont venus bien après. Bon, je pense qu'à ce moment-là, France Télécom a raté le coche du tout en ligne, tout automatique. On était quand même une grande entreprise, donc ça fonctionnait par bon de commande, facturation, papier. Alors que, au moins pour le grand public, pour les PME, le système je commande en ligne, je paye avec une carte de paiement, je reçois ma facture PDF, ou ma facture électronique était le modèle économique qui a permis de développer, que ce soit Gandhi, que ce soit OVH, qui a aussi une activité registrable. Très en ligne, très simplifié. Tout automatique. Pour arriver à de tels coûts, il n'y a pas 56 000 solutions, il faut que ce soit automatisé et qu'il y ait le moins d'intervention humaine possible. Oui, ils avaient décidé effectivement de casser les prix aussi, il y avait cet esprit-là. Alors je pense que c'était pas face à Olean. Alors cette période, c'était une période, vous pensez, qui a été développée par les télécoms, ce moment-là de vente, ou encore avant? C'est possible que ça soit... Je pense que c'est sans rapport avec les télécoms. Ça, d'accord, que Olean aurait fait ça dès le départ, ce ne serait pas illogique. Olean, on voulait être registrard pour être parmi les premiers, parce qu'on pensait que d'un point de vue communication, c'était quelque chose d'important, de pouvoir dire à nos clients que nous sommes bureau d'enregistrement.
Et je pense que c'est quelque chose d'important. Et donc, on investit beaucoup de temps et d'énergie pour préparer notre dossier et avoir son acceptation. D'accord. Ouais, non, c'est intéressant. Avant que d'autres, effectivement, en face, mais c'est pas le cœur du métier non plus d'Oléane, mais en face. C'était pas le cœur du métier. Et là, c'était déjà Oléane plutôt France Télécom. Hein. On était déjà à la limite. Oui, on doit être dans ces années-là. Mais c'est quelque chose également que vous nous apprenez. Souvenir de cette période, de cette décennie 90, s'il fallait résumer tout ça en quelques mots, enfin vous avez commencé même un petit peu avant, mais cette période d'émergence. C'était l'époque où le corps se permettait encore d'avoir peu de sommeil. Ouais. Voilà. Bon, donc c'était une période passionnée, c'était une période passionnante avec beaucoup de gens très, très intéressants. À qui vous avez gardé des contacts Avec certains, j'ai gardé des contacts, d'autres beaucoup moins. Ça m'a fait plaisir de revoir l'interview de Raphaël Adjian, même si ça doit faire une vingtaine d'années qu'on ne s'est pas revu. Parce que c'est un petit monde, hein, quand même. C'est un très petit monde, oui. Tout le monde se connaît tout à fait. à ce moment-là. Tout le monde se connaît. Eh bien, écoutez, il aura peut-être autant de plaisir à regarder la vôtre. En tout cas, on vous remercie sincèrement. Pour nous, ça a éclairé plein d'aspects très différents de ce développement et d'Internet et du web. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie.